Salam alaikum wa rahmatullah. On poursuit avec nos vidéos sur les mathématiques des Olympiades. Donc aujourd'hui, ce sera donc une inégalité très importante qu'on va étudier. C'est l'inégalité de réordonnement ou bien de réarrangement. Donc voici donc le problème posé. C'est ce que vous voyez sur l'écran. Donc, soit n un entier strictement positif, et x1, x2, xn, y1, y2, yn, des nombres réels tels que donc les xi sont ordonnés par ordre croissant et les yi aussi. Donc, x1 inférieur ou égal à x2, inférieur ou égal à x3, etc. jusqu'à inférieur ou égal à xn. Et la même chose pour les yi. Vous avez y1 inférieur ou égal à y2, etc. jusqu'à inférieur ou égal à yn. Considérons l'application suivante que j'appelle phi, donc de Sn. Alors Sn, c'est le groupe des permutations de l'ensemble 1, 2 jusqu'à n. Donc c'est l'ensemble de toutes les permutations de cet ensemble à n éléments, 1, 2 jusqu'à n. Donc c'est un groupe par rapport à la loi de composition des permutations. Alors une permutation, c'est simplement une application bijective de cet ensemble dans lui-même. Donc une permutation, ça s'écrit comme ça, donc 1, 2 jusqu'à n. Ici, bon, l'image de 1, donc c'est sigma 1, l'image de 2, sigma 2, etc. jusqu'à l'image de n. Donc ce qui revient donc à permuter ces nombres 1, 2 jusqu'à n, on les permute de la façon sigma 1, sigma 2 jusqu'à sigma n. Donc c'est simplement l'ensemble de toutes les permutations de l'ensemble 1, 2 jusqu'à n. Donc cette application, elle va de Sn à valeur dans R. À chaque permutation sigma, ça lui donne ce nombre réel, somme de i égale 1 jusqu'à n, xi, y, indice sigma i. Et alors, la question qui se pose, c'est, donc il y a deux questions. Pour quelle permutation sigma de Sn, cette application phi atteint sa valeur maximale? Donc comment faut-il permuter les yi de sorte que cette somme soit maximale. Deuxième question, bon, c'est la même chose, maximale, ça devient minimal. Donc pour quelle permutation sigma de Sn, cette application atteint sa valeur minimale, c'est-à-dire de quelle façon faut-il ordonner les yi de sorte que cette somme, somme de xi, y, bon, y sigma i, soit donc minimale. Voilà. Alors, donc, on va répondre à ce problème, ou bien à ces questions. On va d'abord répondre à la première question par un théorème. Ensuite, on va répondre à la deuxième question par un corollaire qui se déduit assez facilement du théorème. Et donc, le théorème avec le corollaire, c'est ça ce qu'on appelle inégalité de réordonnement. Voici donc le théorème, donc il nous donne la réponse pour la première question. Alors, l'application phi atteint sa valeur maximale pour l'identité, pour sigma égale identité. Autrement dit, on a pour toute permutation sigma de Sn, somme de i égale 1 jusqu'à n xi, y sigma i, c'est majoré par somme de i égale 1 jusqu'à n xi, y. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement que cette somme est maximale lorsque les yi sont ordonnés de la même façon que les xi. Donc cette somme est optimale lorsque, ou bien maximale, cette somme est maximale lorsque les yi sont ordonnés de la même façon que les xi. Ça veut dire quoi ordonnés de la même façon? Ça veut dire si les xi sont ordonnés par ordre croissant, et bien les yi sont ordonnés par ordre croissant. Si les xi sont ordonnés par ordre décroissant, les y sont ordonnés par ordre décroissant. Et plus généralement, ça veut dire à chaque fois que vous avez xi inférieur à xj, alors vous avez aussi yi inférieur ou égal à yj. C'est ça ce qu'on appelle ordonné de la même façon. Donc on dit que les x et les y sont ordonnés de la même façon si vous avez donc cette chose, cette propriété, c'est-à-dire x est inférieur ou égal à xj, ça implique y est inférieur ou égal à yj. On dit qu'elles sont ordonnées de la même façon. Alors donc voilà le théorème, donc il nous dit que donc cette somme est maximale lorsque les y et les x sont ordonnés de la même façon. Voilà.
Alors, on va donc démontrer ce théorème. En démonstration. Donc, je vais considérer donc soit sigma, je prends une permutation dans Sn. Bon, si sigma est égal à l'identité, bon, il n'y a rien à prouver, parce que notre but c'est de prouver cette inégalité 1. Donc, notre but, c'est de prouver une égalité 1. Si sigma est elle-même l'identité, donc il n'y a rien à prouver. Donc, si sigma est égal à l'identité, bon, l'inégalité est triviale. Requise est triviale. Alors, supposons que sigma, supposons pour la suite, donc que sigma n'est pas l'identité. Bon, qu'est-ce qui caractérise l'identité de Sn? Ce qui caractérise la permutation identité ou bien l'application identité, c'est qu'elle est croissante. C'est la seule permutation qui est croissante. L'identité de Sn, c'est la seule permutation de l'ensemble 1, 2 jusqu'à n qui est croissante. Pourquoi? Parce que si je suppose que sigma est croissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez sigma 1 est inférieur ou égal à sigma 2 est inférieur ou égal, etc. à sigma n. Mais sigma 1, puisque c'est plus petit que tout le monde, donc son unique valeur possible, c'est 1. Parce que c'est un élément de 1, 2 jusqu'à n qui est plus petit que tous les autres, donc forcément c'est 1. Ensuite, une fois que sigma 1 prend la valeur 1, sigma 2, donc il est forcément supérieur ou égal à 2. Et puisqu'il est inférieur ou égal à tout ce qui reste, donc c'est forcément égal à 2, etc. De cette façon, je démontre que sigma, donc ça implique que sigma est égal à l'identité. Donc l'application identité, ou bien la permutation identité, c'est la seule permutation qui est croissante. Donc dire que sigma est différente de l'identité, c'est équivalent à dire que sigma n'est pas croissante. Donc, sigma n'est pas croissante, bien sûr au sens large, n'est pas croissante, c'est-à-dire, donc je peux trouver RS, on va les appeler RS, dans l'ensemble 1, 2 jusqu'à n, tel que R est inférieur à S, et sigma R, c'est l'inverse, c'est supérieur strictement à sigma S. Ça, c'est le contraire donc de la croissance. Bon, ici, donc, on dit que le couple RS, c'est un défaut de croissance. Le couple RS, c'est lui qui gêne la croissance. Bon, ici, l'existence, censée, ça existe un unique. On ne sait pas si c'est unique, mais on sait que ça existe RS qui vérifie ça. On dit que le couple RS est un défaut de croissance. Alors, ce que je vais faire, je vais construire une autre permutation en se basant sur sigma, qui va donc régler ce problème, ce défaut de croissance. Alors, je vais considérant sigma, on va l'appeler sigma prime dans Sn, défini par. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre sigma prime de i est égal à sigma i pour i différent de R et i différent de S. Bon. Et alors maintenant, je vais régler ce défaut de croissance en inversant sigma R et sigma S. Donc je prends pour R égale S, pour I égale R, je vais prendre sigma S. Donc c'est l'inverse. C'est pas sigma R, c'est sigma S. Je vais inverser en fait entre sigma R et sigma S. Et pour I égale S, je vais prendre sigma R. Voilà. Ce défaut de croissance est réglé par la permutation sigma prime. Parce que là, vous avez R est inférieur à S, et aussi sigma prime de R est inférieur à sigma prime de S. Et je regarde maintenant, je compare entre phi de sigma et phi de sigma prime. On a donc, alors, phi de sigma moins phi de sigma prime, qu'est-ce que ça donne? Alors, par définition, donc c'est la somme
des xi, y, sigma i, moins somme des xi, y, sigma prime i. Bon, i toujours de 1 à n pour les deux sommes. Mais puisque sigma prime de i, c'est sigma de i pour i différent de r et s, donc ici en fait, tous les i qui sont différents de r et s vont donner les mêmes nombres, et donc il y aura des simplifications. Et donc ce qui va rester ici, c'est juste i égale r, i égale s. Parce que pour i différent de r et s, les sommes x, i, y, sigma i, c'est la même chose que x, i, y, sigma prime i. Donc ici, ce qui va rester, c'est juste i égale r et i égale s. Et donc on obtient xr, y, sigma r, plus xs, y, sigma s. Ensuite, moins xr, y, sigma prime r, moins xs, y, sigma prime s. Maintenant, je change sigma prime r. Sigma prime r, c'est sigma s. Bon, je vais le changer directement ici. Donc ici, ça, c'est sigma s. Et la même chose ici, sigma prime s, c'est sigma r. Donc, je vais écrire sigma r. Et donc, je vais faire sortir le sigma r. Donc, ce qui reste ici, c'est y sigma r moins y sigma s. Ensuite, je vais faire sortir moins xs. Donc, ce qui va rester, c'est y sigma r moins y sigma s. Voilà. Et puis, je vais faire sortir ça en facteur. Donc, ce que j'obtiens, c'est xr moins xs fois y sigma r moins y sigma s. Maintenant, puisque les xi sont ordonnés par ordre croissant, vous avez donc r inférieur à s. Ça implique que xr est inférieur à xs. Donc, en fait, ici, ça, c'est négatif. Mais r inférieur, mais de même, vous avez sigma r. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que sigma r est supérieur à sigma s. Donc, ça entraîne, puisque les y sont ordonnés par ordre croissant. Donc, on va obtenir que y sigma r, c'est supérieur ou égal à y sigma s. Ça veut dire que ça, c'est positif. Et donc, tout ça, ça va donner quelque chose de négatif. Ce qui montre, donc, phi de sigma, c'est majoré par phi de sigma prime. Voilà. Donc, je récapitule. Qu'est-ce qu'on a? On a au départ une permutation qui est différente de l'identité. On a modifié un petit peu en réglant donc son problème, son défaut de croissance. On a modifié et on a trouvé une autre qui a une image plus grande, supérieure ou égale. Donc phi sigma inférieur ou égal à phi de sigma prime. Donc on va réitérer ce procédé tant que c'est possible. Donc si sigma prime est égal à l'identité, on arrête, sinon on réitère ce procédé. Donc si sigma prime est égal à l'identité de Sn, donc on s'arrête. Sinon, on réitère le procédé. Donc, qu'est-ce qu'on obtient à la fin? Donc, on réitère le procédé chaque fois que la nouvelle permutation n'est pas égale à l'identité. Et le procédé s'arrête quand la permutation soit égale à l'identité. Tant que l'application n'est pas égale à l'identité, donc elle n'est pas croissante, donc elle a un défaut de croissance, on va régler ce défaut de croissance et on va tomber sur une autre permutation. Donc le procédé s'arrête quand la dernière permutation est égale à l'identité. Donc on s'arrête. Alors, sinon on réitère le procédé. À la fin, on aboutit à la permutation identité. Identité de Sn. Le procédé s'arrête. Pourquoi? Parce que à chaque fois, on résout un défaut de croissance. À chaque fois, on élimine un défaut de croissance. Donc, à force, forcément, puisqu'il y a un nombre fini de défauts de croissance, puisque l'ensemble 1, 2 jusqu'à n est fini, donc à un certain moment,
il n'y a plus de défaut de croissance, et donc la permutation est croissante, et donc c'est égal à l'identité. D'où, donc, on aura phi de sigma est inférieur ou égal à phi de l'identité. Et ça, donc, c'est ce qui démontre le théorème. Voilà. J'espère que j'étais assez clair. Maintenant, pour la deuxième question, donc on se pose la question, quand est-ce que la même somme, alors on revient ici, la deuxième question, quand est-ce que la même somme, donc ici, est minimale? C'est-à-dire quand est-ce que l'application phi atteint sa valeur minimale. Alors ça s'obtient comme corollaire. Je vais le donner comme corollaire. Voilà, c'est le corollaire suivant. Alors l'application phi atteint sa valeur minimale pour cette permutation. Donc à 1 ça donne n, à 2 ça donne n-1, etc. Ça veut dire tout simplement les yi sont ordonnés, sont dans l'inverse, ou bien l'ordre des yi est l'inverse de l'ordre des xi. C'est ça ce que ça veut dire cette permutation. C'est-à-dire on inverse l'ordre. C'est-à-dire que ici, donc cette permutation, ça inverse l'ordre. Vous avez 1, 2 jusqu'à n, c'est inversé. C'est-à-dire en quelque sorte que la somme, donc la somme, je vais écrire ici, donc la somme des xi, y, sigma i, cette somme-là est minimale lorsque l'ordre utilisé sur les yi est l'inverse de l'ordre utilisé pour les xi. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'inverse d'une façon générale? Ça veut dire chaque fois que vous avez xi est inférieur à xj, alors vous avez forcément yi, c'est l'inverse, donc c'est supérieur ou égal à yj. C'est ça ce que ça veut dire ordonné dans l'ordre inverse. Voilà. Dans le même ordre, on a les mêmes inégalités. Dans l'ordre inverse, on a des inégalités opposées. Alors, autrement dit, bon, on va l'écrire un peu plus clairement. Donc, vous avez pour toute permutation sigma, somme de i égale 1 jusqu'à nxi, y, sigma i, c'est supérieur ou égal à la somme de i égale 1 jusqu'à nxi, y, n plus 1 moins i. Parce qu'ici, vous faites la permutation sigma, ça associe à chaque i, n plus 1 moins i. Voilà. Alors, pour démontrer ça, on va le déduire comme corollaire, on va le déduire du théorème. Donc, vous avez x1 inférieur ou égal à x2, etc. Non, pardon, c'est les yi qui m'intéressent. Alors, je vais raisonner par rapport aux yi. Vous avez y1 inférieur ou égal à y2, etc. Si j'écris ça dans le sens inverse, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire yn supérieur ou égal à yn moins 1, supérieur ou égal, etc. supérieur ou égal à yn. Maintenant, si je multiplie par moins, je vais avoir moins yn inférieur ou égal à moins yn moins 1, inférieur ou égal, etc. C'est inférieur ou égal à moins yn. Du coup, donc j'ai l'idée de poser, alors posons, donc z1 c'est égal moins yn, z2 c'est égal moins yn moins 1, etc. Donc c'est les nombres qui apparaissent ici, voilà, z1, z2, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à zn, c'est moins y1. D'une façon générale, vous avez zi, c'est moins y, n plus 1 moins i. Alors maintenant, je regarde ma somme, donc quel que soit sigma dans Sn, j'ai cette somme-là, donc somme de xi, y, sigma i. J'essaie donc de la minorer. Alors j'utilise ces nombres zi, donc ça c'est la somme de xi. Alors y, sigma i, ça va être quoi? Ça va être moins z, n plus 1, moins sigma i allant de 1 à n. Et ça, donc, c'est moins somme de xi, z, n plus 1, moins sigma i. Bon, cette quantité-là, on cherche à la minorer. Minorer ça, donc ça revient à majorer cette quantité. Mais pour majorer cette quantité, on utilise le théorème. Le théorème, il nous dit que ça, c'est majoré. Donc ça, si j'utilise le théorème ici, ça nous dit que c'est majoré par... Alors, l'ordre, quel est l'ordre d'IZI qui donne la somme maximale? C'est
le même ordre, donc je vais prendre ici ZI. Donc c'est majoré par XI, ZI. Ça c'est le théorème qui nous dit ça. Parce que remplacer I par N plus 1 moins sigma I, ça c'est une permutation. Cette application-là, ça c'est une permutation. Et donc, d'après le théorème, on sait que ça c'est majoré par la somme d'XI, ZI. Les ZI, ils ont un ordre. Voilà, donc vous avez ici Z1 est inférieur ou égal à Z2 est inférieur ou égal. Ils sont ordonnés de la même façon que les XI. Donc, par ordre croissant. Voilà. Et donc ça, donc c'est le théorème qui nous le donne. Donc ça c'est inférieur ou égal. Donc avec un signe moins, ça devient supérieur ou égal à moins somme des XI, ZI. Maintenant, je reviens à mes Y. Alors, ZI, c'est quoi? Je remplace ZI par moins, il est là. ZI, c'est moins Y, N plus 1 moins I. Donc, je le remplace. Donc, ça va donner moins somme de XI par moins Y, N plus 1 moins I. Et j'obtiens le résultat. Et donc, d'où somme de XI, Y sigma I, I allant de 1 à N, c'est supérieur ou égal. Moins par moins, ça donne plus. Donc, on obtient le résultat. XI, Y, N plus 1 moins I. Ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc ça démontre le théorème. Donc, ça résout le problème. Donc, en fait, cette somme est maximale lorsque sigma, c'est l'identité. Et il est minimal lorsque sigma, ça inverse l'ordre. C'est-à-dire, au lieu de prendre 1, 2 jusqu'à n, on prend n, n-1, n-2 jusqu'à 1. Voilà. Donc, les deux inégalités du théorème et du corollaire s'appellent inégalité de réordonnement ou bien inégalité de réarrangement. C'est la même chose. Ça dépend des auteurs. Alors, on va prendre un exemple d'application, un exercice assez simple. Donc voilà, vous avez un entier supérieur ou égal à 2 et vous avez des nombres réels strictement positifs. On a besoin que ce soit strictement positif. Alors on nous demande de montrer cette inégalité x1 sur x2 plus x2 sur x3 plus etc. jusqu'à xn sur x1 est supérieur ou égal à n. Alors, avant de résoudre cet exercice, il y a une façon assez simple de voir l'inégalité de réordonnement, sans parler du groupe SN, de permutation, etc., pour simplifier les choses. Alors, l'inégalité de réordonnement, si vous avez des nombres réels, x1, x2, xn, et d'autres nombres, bon, bien sûr, n, c'est un entier, dans n étoile. Et si vous avez d'autres nombres réels, même nombre de nombres réels, donc n, alors cette somme-là, somme des xi, yj, bon, on s'en fiche, xi, yj, bon, j, donc c'est certaines permutations, c'est une certaine, donc ça revient à écrire, bon, ça, je voulais pas l'écrire, mais ça revient à ça. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si vous avez une application, à chaque xi, vous y associez un certain yj. Donc, cette somme-là est maximale lorsque les xi, bon, c'est pas grave, je vais l'écrire comme ça. Cette somme est maximale lorsque les xi et les yi sont ordonnés de la même façon. Qu'est-ce que ça veut dire ordonné de la même façon? Ça veut dire chaque fois que vous avez xi inférieur ou égal à yj, ça implique que yi c'est inférieur ou égal à yj. Si cette propriété est vérifiée, on dit que les xi et les yi sont ordonnés de la même façon. Si c'est l'inverse, on dit qu'ils sont ordonnés dans l'ordre inverse. Donc si xi inférieur ou égal à xj implique que yi supérieur ou égal à yj. Donc ça c'est ordonné de la même façon, ça c'est l'ordre inverse. Donc on dit que les yi sont dans l'ordre inverse par rapport aux xi. Donc la somme est maximale lorsque les yi sont ordonnés de la même façon que les xi, et la somme est minimale lorsque les yi sont ordonnés dans l'ordre inverse par rapport aux xi.
Voilà, c'est ça ce qu'il faut retenir. Maintenant, on revient à l'exercice. Parce que dans les exercices, les nombres réels qu'on vous donne ne sont pas forcément ordonnés. Donc ici, je vais d'abord... la chose à remarquer ici, c'est que, donc comme, je vais l'écrire, les nombres réels, bon, c'est des réels strictement positifs, 1 sur x1, 1 sur x2, etc. jusqu'à 1 sur xn, puisque c'est des réels positifs. Donc quand on inverse, ça donne un ordre inverse. Sont ordonnés, sont dans l'ordre inverse. Sont dans l'ordre inverse de l'ordre des xi, des réels. Donc x1, c'est exactement l'ordre inverse. Pourquoi? Car xi inférieur ou égal à xj implique, si on inverse, c'est l'inégalité dans l'autre sens. Donc les nombres, les inverses sont dans l'ordre opposé à l'ordre des xi. Et puisqu'ils sont dans l'ordre opposé, donc d'après le corollaire, donc d'après le corollaire précédent, quel que soit sigma une permutation de Sn, on a, donc si je prends somme des xi, les yi, c'est les inverses des xi. Donc ici, ça va faire 1 sur x sigma i égale 1 jusqu'à n, est supérieur ou égal à la somme des xi, 1 sur xi. Et ça, c'est égal à n. C'est-à-dire que la plus petite valeur de cette somme s'obtient pour sigma, l'ordre inverse de 1, 2 jusqu'à n. Voilà. Bon, c'est-à-dire, je peux l'écrire somme de xi sur sigma i, sur x sigma i, somme de xi sur x sigma i allant de 1 à n est supérieur ou égal à n. Ça, donc, c'est vrai, quel que soit sigma, permutation de l'ensemble 1, 2 jusqu'à n. Donc, en particulier, je prends une permutation particulière, en prenant particulièrement pour sigma égale, donc je prends cette permutation, 1 ça donne 2, 2 ça donne 3, etc. n-1 ça donne n, et n-1 ça donne n, et n ça donne 1. Je prends cette permutation, on obtient, donc en prenant en particulier sigma égale à ça, on obtient exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire je vais avoir donc x1 sur x2 plus x2 sur x3, etc. jusqu'à xn sur x1 est supérieur ou égal à n. Voilà. Donc c'est un exemple assez simple d'application de l'inégalité de réordonnement. L'exercice il peut être résolu de plusieurs façons différentes. On peut même le résoudre par récurrence sur n, mais il faut une certaine technique. Donc c'est un exercice qu'on peut donner même aux élèves de terminale par récurrence, mais c'est assez technique par récurrence. Par contre, il y a un autre moyen de le résoudre très facilement, c'est l'inégalité arithmético-géométrique. Donc deuxième méthode, ça c'est une méthode aussi importante et très simple. On utilise l'inégalité arithmético-géométrique pour les nombres que vous voyez ici. Donc x1 sur x2, x2 sur x3, xn sur x1. Donc, d'après l'inégalité arithmético-géométrique, donc AMGM, on a la moyenne arithmétique de ces nombres, donc x1 sur x2, x2 sur x3, etc., jusqu'à xn sur x1, est supérieur ou égal à leur moyenne géométrique, bien sûr usuelle, x1 sur x2, x2 sur x3 jusqu'à xn sur x1. Mais ici, vous constatez que la moyenne géométrique, c'est le produit racine nème du produit, mais on constate que le produit, c'est égal à 1. Donc ici, si vous prenez le produit de tous ces nombres-là, vous allez trouver que c'est 1. C'est évident, il y a des simplifications. Donc on trouve 1, et quand vous prenez la racine nème de 1, ça va être 1.
Et la moyenne arithmétique, donc la somme divisée sur n, donc vous allez avoir x1 sur x2 plus x2 sur x3 plus etc. jusqu'à xn sur x1 divisé par n supérieur ou égal à 1, ce qui donne le résultat. Donc ce qui conclut que la somme x1 sur x2 plus x2 sur x3 plus jusqu'à xn sur x1 est supérieur ou égal à n. Et donc ça donne le résultat de l'exercice. Voilà, donc je vais m'arrêter là. La prochaine fois, je vais essayer de vous faire donc l'inégalité de Chebyshev, puis on passe à d'autres inégalités, Cauchy-Schwarz, inégalité de Young, inégalité de Holder, Minkowski, etc. Il y a plein de choses encore à voir, très intéressantes. Donc je m'arrête là. Portez-vous bien et à bientôt.